Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Eh ben, bienvenue Gori. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tu es notre invité dans les épisodes que nous produisons Prunelle. Et Prunelle, c'est donc de récolter des témoignages. Et on considère que toi, tu es l'expert de la question de la déficience visuelle, de l'accessibilité et de la vie. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ces circonstances-là. Donc toi, tu es originaire de l'Inde. Oui. Et je me souviens pas de quel état tu es. Au sud de Tamil Nadu. Tamil Nadu, voilà. OK. Et puis donc tu as passé 76 ans. Oui, 78. 78, voilà. Ouais, donc on s'est connus quand tu avais 76 ans. Ouais. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. OK. Et puis tu es arrivé à Genève à quel moment? À l'âge de 9 ans. Et puis je suis resté ici tout le long, sauf entre 65 et 70, j'étais en Angleterre pour les universités, pour faire mon bachelor et master's. Et puis je suis revenu et j'ai pas bougé. Et puis, donc, tu es membre d'une famille de diplomates. Mon père était aux Nations Unies. Oui. Mais moi, je ne suis jamais approché des Nations Unies. Hein. Moi, j'ai resté dans le privé. Oui. J'étais journaliste pour des publications privées. Mais tes parents, enfin, ou en tout cas ton père était diplomate, si on veut. Oui, comme ça, oui. Ou il faut peut-être... c'est pour ça qu'on est venu à Genève. Exactement. Voilà. Ouais. Fonctionnaire international, en tout cas. Voilà. Oui. Toi, tu as pratiqué des activités de journalisme dans notamment le domaine de tes compétences et de l'aviation aussi. Aéronautique et militaire. C'était tout à fait par hasard. Pendant 3 ans, j'ai travaillé avec une maison à Grand Sacré sur les hautes énergies et des choses pour CERN. On fabriquait des choses pour CERN et puis on vendait des équipements à toutes les laboratoires de recherche universitaire, tout ça dans ce domaine-là de physique et haute énergie. OK. Et après que j'avais construit plusieurs équipements pour eux, on voulait que je passe au marketing. Parce que ces petites sociétés, ils sont aussi des représentants pour beaucoup de grandes sociétés qui fabriquent des équipements pour vendre. Et j'avais vu ça quand j'étais à l'université, ces gens qui viennent avec une valise pleine de brochures pour essayer de convaincre le professeur de dépenser son budget avant la fin de l'année. OK. Et j'ai pas du tout aimé ça, alors j'ai dit non, c'est pas mon truc. Okay. J'ai vu une annonce dans la Tribune de Genève pour rédacteur technique avec électronique et allemand. Ça me convenait. Et c'était pour une revue militaire. J'avais aucune idée d'entrer dans le journalisme où je connaissais rien dans le militaire. Okay. Mais j'étais pris. Ah, tiens. Alors j'ai entré là, puis jusqu'à la retraite, j'ai resté dans cette carrière. C'est par hasard comme ça qu'on est entré. Et militaire, ça veut dire l'armée suisse ou... Non, c'est international. C'était la meilleure publication de défense dans le monde. OK. Mais je ne connaissais pas ça, mais c'était ça. Ouais. Il y avait une société qui s'appelait Interavia à Genève, qui produisait des publications de très haute gamme aéronautique. Et ils ont commencé un truc militaire aussi. Alors, c'était avec ce lancement qu'ils m'ont pris. Alors, aussi, ce que je sais déjà de toi, c'est que tu pratiques du tandem. Ouais. Et que tu fais donc, tu rédiges justement des récits de vos périples à vélo. C'est une passion. Et là, j'ai reçu récemment ton poème du Mont Ventoux. Ouais, voilà. Voilà, vous êtes descendu la Via Rodana. Ouais. Et on pourra reprendre ça parce que je trouvais intéressant aussi de lire ce que tu as écrit comme témoignage de ce voyage en tandem. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais encore qui m'a échappé? Parce que, évidemment, que je suis loin de connaître ce qui marque vraiment ton parcours. Oui. Disons, je gère cette maison de bonheur que j'avais créée en 2013. C'était pour montrer ma gratitude envers tout ce monde des personnes liées à aider les handicapés de la vue. Parce que jusqu'à 2008,
j'avais ma femme qui était mon bras droit. On faisait tout ensemble. J'avais jamais pensé à la canne blanche ou à d'autres assistances parce qu'elle était là. Mais une fois, elle est décédée d'un cancer du sein. Alors, j'étais un peu toute seule. Et après quelques mois comme ça, j'ai dit, on peut pas rester comme ça. Et j'ai appris qu'il y avait l'ABA et les FSA ici. L'association pour le bien des aveugles et malvoyants, ABA. Oui. Et puis la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Ouais. FSA. Et puis l'ABA m'a beaucoup aidé à apprendre comment utiliser la canne blanche. Et puis plus tard, un chien guide. Et puis là, ils ont aussi présenté les différentes associations d'activités, de sport et tout ça, liées à l'handicap visuel. J'avais jamais connu tout ça. Et puis pendant 50 ans, j'ai jamais fait du sport. J'étais un sportif au canapé. Voilà. J'étais très intéressé par tous les sports. J'ai regardé à la télévision, mais ça m'est jamais venu à l'idée que je peux sortir faire la même chose moi-même. Pourtant, je voyais à l'époque. Oui. Mais parce que tu dis 50 ans, ça tombe au moment, parce que ça c'est aussi un élément que j'ai de ton parcours, c'est que c'est à 55 ans que tu as commencé à perdre la vue. Non, c'est la rétinite pigmentaire qui est ma maladie. Oui. C'est quelque chose ça peut être instantané pour certains types de RP, comme ils ont dit, mais pour moi, c'était la variation très lente. Ça a pris 30 ans pour descendre de 100% à zéro. OK. Alors, pendant cette période, j'ai pu continuer la vie active jusqu'à la retraite. Oui. Et je voyais encore quand j'avais 40 ans, 45 ans, 50. Oui. Mais petit à petit, ça commence à être un problème. Et j'ai demandé de l'aide quand je voyageais dans les aéroports et tout ça, quand j'avais 55 ans, 60 ans. Oui. Alors, petit à petit, ça diminue. Et puis, finalement, quand on prend la canne blanche, c'est un pas psychologiquement très, très important. Moi, j'ai noté un parcours de la vie qui est fait d'embûches et de ressorts. Parce qu'il y a des embûches, des obstacles, des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de ressorts chez toi. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on peut constater, et tu as aussi même plaisir de le raconter, de le communiquer. Et tu as parlé de la maison du bonheur, par exemple. Il me semble que ça, c'est un ressort important pour poursuivre la vie, tout simplement. Il y a tous ces problèmes qu'on commence à voir. On ne sait pas comment les résoudre. Et avec l'aide de toutes ces associations de soutien, tout ça, ils motivent, ils remontent le moral et tout ça. Puis moi, je suis toujours quelqu'un de très positif. Je ne baisse pas les bras. Là. J'essaie de trouver des solutions pour continuer la vie normale. Oui. Et puis, après mon parcours en connaissant toutes ces possibilités qui existent pour nous, les malvoyants et aveugles, à Genève en tout cas, c'était pour montrer mon gratitude que j'ai décidé de créer cette maison du bonheur. Oui. Parce que c'est pas facile pour les personnes de trouver des locaux. Parce que d'abord, les malvoyants, les associations, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et puis c'est cher en ville et tout. Et nous, quand notre société, on avait une villa à Louis Cazaille à Cointrin. Oui. Et quand la dernière personne, c'était moi, on a pris la retraite, j'allais résilier le bail. Et soudain, j'ai dit, au premier étage, on a une énorme salle de conférence, très vitrée. Pourquoi pas avoir quelque chose là? Et à l'époque, on avait au sous-sol amérin, dans un immeuble, l'atelier d'art créatif. Et j'ai dit à l'animatrice, viens voir, peut-être on peut déménager ici. Et elle est montée dans l'étage, elle a regardé le jardin et tout ça qu'on a. Elle a dit, ça c'est la maison du bonheur. Et c'est comme ça que le nom est resté. Et on a déménagé là.
Et on a créé la Maison du Bonheur en 2013 là-bas. 2013, oui. Ouais. On était déjà là depuis 1990 quand on a créé notre société. Mais c'était en 2013 que c'est né ça. Et c'était pour juste donner ces locaux à des activités de malvoyants pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Oui, mais tu dis société, association ou une société? On avait formé une société de publication. OK. Parce qu'en 1990, là où je travaillais avant, ils ont déménagé en Angleterre. Et les 60 personne voulait aller avec cette nouvelle société en Angleterre. Alors, on a tout resté là. Et puis, mon équipe, on était 16, on a créé une société nous-mêmes. D'accord. Chacun étant actionnaire, et pas de hiérarchie et tout. Et puis, on a sorti des newsletters et des choses très, très spécifiques sur la défense et des choses comme ça. D'accord. Donc, vous avez créé un organe de presse, de rédaction. Voilà. OK. Et alors, ça, c'est fini vers quand tout le monde a passé 65 ans. Oui. Et alors, j'avais cette maison, je pouvais résilier le bail. Autrement, on a dit, pourquoi pas continuer. Donc, c'était le siège de la société qui est devenu le siège de la Maison du Bonheur. Voilà. Qui elle-même est une association. Juste une association entre amis. Hein. Oui. Il n'y a rien de formel là-dedans. Oui, tout à fait. Je n'ai pas voulu, après la retraite, recommencer avec le paperasse administratif et entrer dans le registre de commerce, tous ces trucs-là. Ouais. Alors, il n'y a pas de bilan, pas des autres choses comme ça. C'est simplement une association entre amis. Très bien. Ouais. Un club. Un club, voilà, c'est un peu ça. Ouais. On pourrait parler de l'histoire et de la pratique de la canne blanche. Après, c'est une assez belle histoire parce que j'ai aussi découvert moi-même, je ne suis pas du tout expert du domaine de la malvoyance ou de la non-voyance, et je découvre en ayant créé d'ailleurs le projet Prunelle beaucoup de choses, et j'ai appris que la canne blanche c'était à Chicago, mais c'est toi qui vas pouvoir le raconter parce que ça sera sûrement plus précis. Je ne me souviens plus maintenant, mais comme toi, j'ai lu tout ça il y a longtemps. Mais tout ce que je peux dire, que c'est la meilleure invention pour nous, malgré toutes les autres trucs électroniques, gadgets qu'ils ont. Je pense que la canne blanche est fondamentalement le plus simple et le meilleur ami pour nous. J'étais, depuis ma cuisine jusqu'à la garage chez moi, j'ai tâté le terrain avec mon pied pour aller jusqu'au garage pour chercher quelque chose. Ça m'est jamais venu à l'idée de prendre un balai ou une parapluie. Jusqu'au moment où on m'a présenté la canne blanche. Après, je pouvais courir avec ça. En tâtant le mur des bâtiments, sur le trottoir, on peut vraiment courir. Hein? C'est fantastique. C'est ce qu'on peut faire avec la canne blanche. Mais comme j'ai commencé à dire, c'est un pas psychologique. Parce que tu acceptes pour toi-même que tu es arrivé à zéro vision, et tu commences à montrer publiquement que tu es malvoyant, aveugle, n'importe quoi. Oui, parce que ça nous aide, nous aussi, de vous repérer. Oui. Et comme ça, parce qu'avant, tu étais avec quelqu'un, chez moi, dans les voisinages, personne ne connaissait vraiment que j'avais un problème de vue parce que je faisais tout avec ma femme et tout ça. Et puis, le problème, c'est quand j'attendais ma femme devant la porte parce qu'elle venait avec la voiture et puis je devais monter la voiture, je disais pas bonjour à tout le monde qui passait le chemin parce que je connaissais pas tout le monde, les voisins et les autres. Mais dès que j'avais la canne blanche, ils ont vu que j'avais un problème, j'étais pas un malpoli, et ils commençaient à être très gentils, parler tout le temps avec moi et tout ça. Oui. Ça fait une différence énorme avec les voisins, déjà. Oui, parce que ça change les... Maintenant, je me rends compte, quand tu dis ça, ça change les codes. Parce qu'on pourrait penser que tu es mal poli. Oui. Alors que pourquoi il ne dit pas bonjour hein, on peut dire n'importe quoi. Et mais dès qu'ils ont vu que j'avais un problème, c'est pour ça que je ne saluais pas tout le monde qui passait. Et puis, c'était à eux de faire le premier pas. Pour dire qui ils étaient. Mais toi, tu dis c'est un pas psychologique, mais c'est aussi un apprentissage. Parce que complètement. C'est le ergothérapeute de l'Association pour le bien des aveugles qui nous prend en charge et elle nous montre comment utiliser, comment balayer correctement et tout ça. Et aussi, il ou elle nous montre les trajets qu'on va utiliser régulièrement.
pour voir les obstacles et comment les... pour ne pas... Pour éviter voilà. Éviter les obstacles. Alors, elle nous montre le meilleur chemin à faire depuis chez toi jusqu'au arrêt de bus ou des choses qu'on va faire régulièrement. Oui. Et puis, ça se complète avec le podo tactile, je crois qu'on dit, hein, les marques qu'il y a sur le sol. Oui. Pour marquer soit le passage piéton, soit l'arrêt de bus. Oui, parce que maintenant, on a les lignes, des tracées comme des rails de tram. Ouais. Ça, c'est pour nous, pendant qu'on balaye dans les gares, dans les aéroports, ou depuis l'arrêt jusqu'à l'hôpital, on balaye entre ces deux lignes pour nous diriger vers l'entrée. C'est les lignes partout maintenant. Les gens qui ne savent pas ça, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça prend les roulettes de la valise. Voilà, un peu ça. Mais justement, alors, si on fait un peu une analyse rapide de, par exemple, la place Cornavin, je prends un exemple au hasard à Genève. Elle est tellement compliquée, la place Cornavin, il y a les rails du tram, il y a des sections qui s'arrêtent, vous n'avez plus la trace, vous n'avez plus le marquage au sol. Non. Mais le ergothérapeute, normalement, il nous apprend comment approcher des carrefours et tout ça. Quand on arrive au feu, et il dit ne précipitez pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il est vert. Parce que c'est vert dans son trajet. Parce qu'il y a des gens qui traversent, qui disent « Ah, c'est bon, vous pouvez aller ». Et puis, vous ne pouvez pas aller parce qu'il est peut-être au milieu du cycle. Bien sûr. Et vous êtes arrivé au milieu, et puis ça va changer à rouge. Alors, ils disent, non, attendez, regardez la circulation, écoutez les bruits des voitures, et une ou deux cycles, patientez, et puis après, vous avez une idée de quel côté ça commence quand, et puis après, vous traversez. Oui. Mais donc, ça veut dire que nous qui sommes à côté de toi, par exemple, un passage piéton, on ne doit pas dire vas-y, c'est bon. Vous pouvez dire si vous êtes du même côté et puis vous allez dans le même côté. Oui. Vous traversez. Mais quelqu'un qui vient de l'autre côté, en face, qui et croise, puis il dit voilà, c'est bon, c'est vert. Il ne faut pas l'écouter et puis commencer à partir parce que vous ne savez pas dans quelle partie du cycle il est là. Bien sûr. Alors, mais quelqu'un qui est à côté, il va aller avec vous jusqu'au bout. Alors ça c'est OK. Ouais. Mais alors, Gori, toi tu dis la canne blanche, c'est ton meilleur ami, si on veut. Oui. C'est très, très efficace. Et puis le chien guide. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Non, parce que la canne blanche te indique qu'il y a un obstacle. Le chien, il évite l'obstacle. Tu ne sais même pas qu'il y a eu un obstacle là. Oui, il est intelligent. Oui. Et puis la canne blanche, il faut tâter le truc pour voir qu'est-ce que c'est comme obstacle. Ça peut être un chariot de Migros que quelqu'un l'a laissé. Mais il faut faire tout le tour. C'est un peu embarrassant devant tout le monde de faire tout ça. Tandis que le chien, il va éviter et il continue. C'est fabuleux. Et puis, alors, moi, j'ai aussi entendu qu'il y avait un problème avec la tête, la hauteur, tout ce qui est à la hauteur de la tête, parce que l'attention, elle est sur le trottoir, sur le sol, les obstacles plutôt pour les pieds, mais les obstacles pour la tête, s'il y a un échafaudage, s'il y a une corniche d'un balcon ou des choses comme ça. Si vous avez un chien guide, on lui apprend de aussi regarder la hauteur. On a une barre dans le dressage. Petit à petit, on monte ça. Et le chien apprend qu'il va aussi faire attention en haut. OK. Et donc, ça, il a une attention en bas et en haut. Oui. Et quand on passe dans les trottoirs, dès qu'il y a un camion avec ce rétroviseur juste au visage, alors on voit tout de suite le chien qui va faire un petit détour. Oui. Parce que pour éviter ça. Ouais. Alors, il faut vraiment suivre ce que dit le chien. Il ne faut pas faire des bêtises en pensant, bon, je connais ce chemin. Des fois, le chien va s'arrêter et puis on dit, mais je connais, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle. Et les gens essaient de pousser le chien pour continuer.
Mais il faut faire confiance qu'il y a peut-être des travaux soudains qui ont commencé la veille. Oui. Et toi, tu n'es pas au courant. Bien sûr. Alors, lui, il va trouver une autre méthode de faire des détours. Alors, il faut le suivre. Oui. Comme on dit, il y a dans les apprentissages, il y a les méthodes aveugles. Oui. Et c'est une façon de dire. Hein. Oui. Mais ça veut dire que là, toi, tu soulignes qu'il faut avoir une grande confiance parce que c'est une vraie méthode aveugle. Oui. Toi, tu vois pas, et le chien, lui, il a une intelligence très pointue, très... Ouais, et puis c'est le dressage, ça prend 9 mois, concentré uniquement sur le guidage. Oui. Dès que le chien est né, après 6 semaines, on le passe à une famille d'accueil. Pendant 18 mois, la famille lui apprend les choses vie courante. Comment vivre en société, ne pas faire ses besoins dans la maison, des trucs comme ça. L'école de guide, chien guide, ne passe pas le temps à apprendre tout ça au chien. Il a déjà appris ça quand on ramène le chien à l'école après 18 mois. Il a déjà là, c'est éduqué. uniquement 9 mois de concentration sur guidage. Oui. Mais alors, toi, tu as fait l'expérience d'avoir un chien avec toi? Oui, c'était fabuleux. Oui. C'était je pouvais tout faire en ville et tout. Je pouvais changer le bus, aller n'importe où. Complètement confiance en lui. Oui. Mais j'ai aussi entendu qu'ils peuvent travailler 7 ans à peu près, et après, ils sont fatigués et on ne peut pas trop tirer Non, ça dépend des chiens, évidemment. Normalement, le vie de service, c'est environ 10 ans. 10 ans, ils peuvent être... Oui, on a le chien vers 2 ans et demi, et puis on peut le garder jusqu'à 12 ans. Et puis après, on ne continue pas trop parce qu'on ne peut pas être trop... c'est pas toujours fiable. L'oreille, les yeux, tout ça. Oui, et puis le train de derrière et arrière, il ne peut pas tirer. Des fois, il y a des problèmes. Oui. Mais si tout va bien, on estime que 10 ans. D'accord. C'est comme ça que aussi pour l'AI, c'est comptabiliser le prix d'un chien, parce que c'est l'AI qui l'école, l'AI loue le chien depuis l'école. D'accord. C'est pas notre propriété. Ok, c'est un moyen auxiliaire. Oui, moyen auxiliaire que l'AI nous donne, mais l'AI paye un prix quotidien à l'école. D'accord. C'est environ 40 000 francs pour la vie d'un chien. Ok. 40 000 francs les 10 ans, et c'est une allocation de service. Quelque chose comme ça qu'il budgète. Une location de service. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Alors, le chien est toujours la propriété de l'école. S'il pense qu'on maltraite le chien, on va le reprendre. Mais alors, si je fais tout de suite une transition avec l'autre question, il y a l'œil bionique. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que c'était appelé. Quand toi, tu as fait l'essai, tu as fait un essai, tu t'es prêté il y a quoi, 20 ans, je crois, 15 ans en arrière. C'était le premier hors des Amériques à avoir cet œil artificiel, rétine artificielle. Sur la branche de la lunette, hein? Non. Ici, sur la lunette, il y a une petite caméra. Oui. Pas ces lunettes, mais celui du système. Oui. Et puis, ça prend la vision, et puis ça passe en une petite boîtier qui convertit cette vision en courant électrique, qui est après repassé à la rétine où il y a cette rétine artificielle. Okay. Et ça prend cette courant et le passe par le nerf optique au cerveau, qui refait ça pour donner une image de ce qu'il voit. Alors ça, moi, j'étais le premier à faire ça en 2008. 2008, ici, ok. Jusqu'à là, c'était toujours... Il y avait 8 autres... personnes dans les Amériques qui ont eu ça. Et on a choisi Genève parmi toutes les autres parce que Genève, ils ont fait beaucoup de recherches avec les appareils pour les oreilles et tout. Et ils avaient l'expérience de jouer avec différents courants et tout ça avec l'ordinateur pour changer différentes choses.
Donc avec les influx. Oui, ils connaissaient mieux que les Américains. Dans les neurones, dans le système neurosensoriel. Voilà. Alors, ils ont choisi Genève. Et alors, ça, c'est très bien passé. Et puis, je pouvais voir d'abord la lumière, des limites des fenêtres, des portes, et puis des objets foncés dans le salon qui étaient les canapés. S'il y avait quelque chose qui bougeait là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et puis, évidemment, quand il parle, je sais, il est là. Et puis, quand il y avait une boule noire qui venait très vite vers moi, c'était mon chien. Des choses comme ça. Mais il n'y a pas assez de détails parce qu'on avait seulement 60 électrodes dans cette matrice de rétine artificielle. L'œil normal, il a besoin des millions de pixels pour formuler une image. Et 60, c'est pas que les 60 vont marcher tout le temps. Peut-être 30, 40 qui marchent. Mais depuis 2008, toi, tu as un peu suivi l'évolution, le progrès qu'on a fait dans ce domaine. Mais après moi, il y a des dizaines de personnes qui ont eu ce truc en Angleterre, en Allemagne et puis en Italie. Et puis, il y avait une autre personne à Genève après moi. Mais tu as entendu que ça avait évolué au niveau justement des pixels et de la possibilité de voir. Ils ont fait, mais maintenant, c'est comme c'était une société américaine qui a développé ça. Les investisseurs voulaient de retour. Alors, ils ont commencé à concentrer sur commercialiser ça. Et il y a la caisse maladie allemande et puis une fondation italienne qui ont mis de l'argent pour acheter des 50 systèmes, des choses comme ça pour leurs patients, avec la condition que ils vont arrêter si ça n'évolue pas. S'il n'y a pas de retour sur investissement. Et puis moi, je suis content parce que c'est 100 000 francs pour l'équipement et 50 000 pour le côté médical, l'opération et tout ça. Et c'est pas assez de résultats pour 150 000 francs, qui peut être mieux utilisé pour d'autres choses dans l'ophtalmologie. Alors, c'était encore trop tôt. J'ai toujours le système de la rétine dans mon œil. Si je veux, je peux le mettre et puis utiliser. Mais c'est tellement long parce qu'il faut balayer gentiment des scènes pour créer une image. Tandis que la canne et le chien m'emmènent beaucoup plus vite. Mais alors attends, moi je suis assez curieux. Quand tu dis j'ai toujours la rétine, mais comment elle est connectée avec les lunettes qui ont la caméra? Il y a, tu sais, l'induction. Tu as le bouilloire. Il n'y a pas de connexion entre le base et le bouilloire. C'est par induction. C'est induction. Alors, on a une petite disque à l'extérieur qui est connecté aux lunettes. Et puis, c'est par ce disque qui est connecté à cette petite petite boîtier. Qui transmet le signal. Qui transmet en perçant comme ça dedans, mais sans qu'il y a physiquement une connexion. Et puis, ça va après à l'intérieur. Il y a d'autres systèmes qui ont essayé avec des fils qui sortent. Puis mais ça, c'est simplement pour 6 mois et puis après, ils enlèvent tout ça. Mais tandis que le mien, depuis maintenant, c'est presque 15 ans, je ne sais pas, 2008 à maintenant, ça reste tranquille, stable. Donc, c'est un implant qui reste. C'est une matrice de 60 électrodes qui est attachée sur le mur de la rétine, comme un tableau. C'est suspendu. Et ça reste là, tranquille. Donc, toi, tu as fait la formation dans la microélectronique. C'est de la microélectronique. Oui, c'est pour ça ils m'ont apprécié parce que je pouvais discuter le côté technique avec eux. C'était pas seulement une passion de la rue qui connaissait pas le côté technique. Mais on est toujours ensemble, le groupe, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce domaine. Le fait de perdre la vue pendant l'activité professionnelle. Parce qu'avec Prunelle, nous, on a aussi comme association nous-mêmes une mission de travailler l'insertion professionnelle, d'aider des personnes qui ne sont pas forcément malvoyantes, mais toutes sortes de personnes qui ont besoin de renouer avec le travail suite à des
problèmes de santé ou à des difficultés dans l'emploi lui-même. Des fois, il y a des milieux toxiques, il y a des milieux ou des circonstances défavorables. Et puis, on est éloigné du travail. Donc, nous, l'association, le but, en gérant aussi des projets comme Prunelle, c'est d'avoir un support, une activité qui permet de se reconnecter avec des compétences et d'aller en direction du travail. Donc, toi, tu as perdu la vue pendant que tu étais encore en activité professionnelle. Oui. Comment ça s'est organisé et comment, par exemple, tes collègues ont pu t'épauler? Est-ce que tu as dû aménager ta place de travail petit à petit? C'était progressif, mais tu as dû faire des aménagements spéciaux? Oui. J'ai pu échapper la génération braille, qui est la procédure normale quand on perd l'œil de commencer à apprendre le braille pour continuer, parce qu'il y avait l'électronique qui est venue à mon aide. Il y avait les agrandisseurs, les écrans agrandisseurs des textes et tout. Oui. Parce que quand on perd la vue avec la rétinite pigmentaire, c'est petit à petit, c'est difficile de lire, il faut agrandir tout le temps. Et ça continuait pour moi. J'avais des agrandisseurs sur mon bureau, et puis comme ça, je pouvais tout faire. On peut aussi écrire avec cet écran. Et puis après, à un moment, c'est descendu que c'était plus utile, ces agrandisseurs. Mais il y avait les logiciels qui sont arrivés presque à prendre le relais. Les lecteurs vocaux. Oui, et puis les voix synthétiques et tous ces trucs-là, oui. Et qui m'ont aidé avec l'ordinateur à tout faire. Je pouvais scanner un texte et puis ça me lit, et puis je peux écrire, taper. Maintenant, grâce à tous ces aides auxiliaires, je peux fonctionner comme tout. J'ai l'iPhone qui a toutes les voix de synthèse. Oui, on peut tout faire. Ouais, j'ai vu ce matin, on s'est transmis un message par WhatsApp. Oui. Toi, tu réponds du tac au tac. Oui, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment des choses qui nous ont aidés, l'électronique. Oui. Autrement, ça aurait été très difficile de faire quelque chose. Et là, on aurait dit, OK, c'est fini, mettons-le à l'AI et puis renvoyer à la maison. Ouais. Mais maintenant, l'AI aide aussi avec le service romand informatique de handicapés de la vue, le SRIM, qui vient voir les besoins dans les places de travail pour voir s'il peut adapter et puis mettre les logiciels et l'ordinateur pour les personnes pour continuer à travailler. Pour éviter de perdre le poste de travail. Comme Claude, il a pu continuer au central de TCS. Exactement. Parce qu'ils ont mis des équipements pour lui. Oui. Alors, il y a beaucoup de places de travail où on a aménagé pour aider. Et ça, c'est fabuleux. Puis si la personne est capable de travailler avec tout ça, il peut continuer jusqu'à la retraite. Oui. Donc, dans ce cas précis, on peut remercier l'assurance invalidité en Suisse. Oui. Non, mais je dis ça parce que on parle toujours de la Suisse comme des fraudeurs, des blanchisseurs, des banques et tout ça. Mais on oublie que pour un pays à droite et capitaliste, on est peut-être les meilleurs munis pour aider socialement les personnes comme moi. Santé et sociale. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est beaucoup mieux que les autres, les Français, les Allemands, les Anglais, ils ont aussi les choses, mais ils ont une population 10 fois plus grande. Alors, il faut attendre pour chaque chose. Oui. Tandis qu'ici, on n'a pas cette même queue d'attente pour avoir les équipements, les choses. On demande, et puis dans quelques semaines, on a ça. Oui. Et puis, ils sont très bien. Ils renouvellent les logiciels tous les 5 ans pour avoir quelque chose à jour, toujours. Je crois qu'en Suisse, nous sommes environ 8 millions d'habitants et il y a 320 000 personnes concernées par les problèmes de la vue. Voilà, oui. Et puis, moi, quand je suis venu ici,
on ne connaissait pas vraiment cette rétinite pigmentaire, tout ça. On me disait, oh, il a une myopie ou des trucs comme ça. Mais c'est petit à petit, c'est après que, quand j'avais 18 ans, 20 ans, qu'on m'a dit j'avais cette maladie. OK. Les symptômes dont tu commençais à parler, c'est une sorte de rétrécissement du champ visuel. Et puis aussi, la vision de nuit commence à diminuer. C'est comme ça que tu commences à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Le central, c'est bon. Alors, on continue de pouvoir lire et voir à distance sans problème. Sur l'autoroute, je pouvais voir des kilomètres. Et puis, les panneaux loin, mais pas sur les côtés. À côté, s'il y avait une voiture qui venait, je ne le verrais pas. Ouais. Et puis, le contraste, parce que Michel Matter, tu sais, notre ami commun, Michel Matter, qui m'a aussi donné l'impulsion en disant que ça serait intéressant de faire des interviews. Donc, lui, il disait que c'était le contraste qui était extrêmement important dans le mécanisme très, très important. De la vue. Très important. Et puis pour nous, quand on lit quelque chose, quand on peut encore lire sur l'écran, c'est toujours le fond de noir et la lettre en jaune qui est le meilleur. Tandis que pour vous, c'est l'inverse. C'est la lettre en noir et puis le fond est blanc. Oui. Tandis que si c'est comme ça, c'est très difficile pour nous de lire. D'ailleurs, dans le cinéma, quand c'était encore noir et blanc, le sous-titrage, il était en jaune, souvent. Voilà, c'est ça pour sortir le truc. Ouais. Alors, le contraste, comme il dit, Michel, c'est fantastiquement utile. Et c'est ça qu'on continue de changer tout le temps avec les écrans et tout ça, pour voir mieux, pour sortir les lettres et tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on devrait apprendre à faire nous-mêmes encore mieux pour être plus, tu vois, pour être plus à la hauteur de... nous, on ne sait pas ce que c'est. D'abord, il faut ne pas voir. Il faut montrer sa présence avec un petit bruit, parler, il faut chanter. On sait qu'il y a quelqu'un là, à côté. Parce que l'habitude, c'est que les gens ont un peu peur de comment se comporter quand il y a quelqu'un qui approche avec une canne sur le trottoir. Oui. Alors, ils se mettent contre le mur et deviennent silencieux pour une raison, j'ai aucune idée pourquoi, mais instinctivement, ils disent rien. Et puis, nous, on ne sait pas qu'il y a personne collée au mur. Mais donc, alors, ça veut dire que moi, je considère que tu ne me vois pas. Et donc, j'oublie que je dois quand même exister et me signaler. Oui. C'est pas parce que tu me vois pas que je n'existe pas. Voilà. C'est un peu ça. C'est très utile pour nous de savoir que... Et puis aussi, ça arrive souvent quand on est en train de parler avec quelqu'un à la table, et puis soudain, lui, il voit quelqu'un, il se soulève et puis il va parler avec lui. Nous, on continue de parler, mais en pensant qu'il est là. Ah ben voilà. Ça arrive assez souvent. Alors, chaque fois que vous déplacez, il faut dire, moi, je vais à la toilette, moi, je vais te déplacer ou faire pour nous mettre en garde qu'il n'y a personne devant nous quand on parle. Mais donc, nous, on doit beaucoup plus parler, exprimer, dire qu'on est là, ou dire ce qu'on fait. Si on te quitte 3 minutes parce qu'on va au petit coin, on doit dire Gori, attends, je m'en vais 3 minutes. Voilà, c'est ce que nous aide beaucoup de faire des choses comme ça. Et puis des fois, on nous accompagne à des soirées ou des réceptions ou n'importe quoi, des conférences de l'Assemblée générale ou quelque chose. On dit, voilà une chaise pour toi, assieds-toi. Et puis on nous laisse parce que le compagnon, il est là pour aller dire bonjour à tout le monde. Et nous, on ne sait pas, on est comme des idiots dans un coin. On veut aussi aller dire bonjour à tout le monde. Mais les gens oublient ça. On nous laisse tomber comme ça. Mais alors là, ça veut dire qu'on devrait te garder à côté. Moi, je devrais te donner le bras. Je vais avec. Et puis on va ensemble, si besoin, on va ensemble présente saluer l'autre personne ou on connaît quelqu'un mutuellement ou des choses comme ça. Mais on est présent. Pas abandonné dans un coin. Exact. Parce qu'après, ils vont dire qu'est-ce que je peux t'apporter dans une assiette, et puis ils m'emmènent. Et puis moi, j'ai passé la soirée dans un coin avec une assiette et un verre sans avoir rencontré des gens du tout. Ça arrive assez. On a eu Ali, tu connais peut-être, qui est président de la section vaudoise, la FSA, un jeune président, qui disait ici, qui est venu à faire une interview.
Et il disait, mais des fois, quand je vais à l'hôpital ou dans un endroit, dans une consultation, je suis accompagné, mais le personnel soignant parle que à mon accompagnant. Ça c'est partout. Ça, c'est partout. N'importe où vous posez la question, on parle à l'autre personne. Alors moi, je dis, je suis aveugle, mais pas débile. Voilà. Parlez-moi aussi. Hein. Je peux répondre. Est-ce que monsieur veut un café? Est-ce que des trucs comme ça? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très, très agaçant pour nous. Et ça arrive tout le temps. Ouais. Mais alors, tu aurais une ou deux anecdotes précises qui pourraient... Parce que je sais que toi, tu manques pas d'humour. Alors, est-ce qu'il y a des choses un peu drôles, un peu cocasses qui t'arrivent? Le manque d'attention que les gens font à l'autrui maintenant. Parce que quand on avait l'atelier à Mérin, depuis chez moi, j'ai dû prendre 2 bus et puis un tram. Je prenais le bus et puis j'allais au tour de contrôle à l'aéroport, j'ai changé et puis je prenais un autre bus pour aller à Blandonnay pour prendre le tram pour aller à Mérin. Et la première, c'est une journée avec 3 différents épisodes qui sont arrivés. Je monte dans le premier bus et puis je prends place dans les 2 sièges devant. Il y a une personne qui est là, qui est en train de lire un journal, et puis je m'assieds à côté. J'ai la canne, le chien, tout devant avec moi. Et on arrive à l'aéroport, et puis le type, il me donne le journal là, ça peut être utile pour vous, et puis il descend. Et le chauffeur et moi, on a éclaté de rire. L'autre, il n'a aucune idée. Mais il avait le chien, le canne blanche, tout. Ouais. Il n'a pas compris le code. Pas du tout. Ouais. Il était tellement dans son truc. Et puis après, je prenais le 2e bus. Et puis, il y avait une dame qui était assise dans les 2 premiers rangs. Elle était à côté du fenêtre, mais elle avait un grand sac sur le siège à côté. Et puis, moi, j'étais là avec la canne blanche chien. Mais elle était sur le téléphone, elle ne voyait pas du tout. Et puis le chauffeur, 3 fois, il a dit, Madame, vous pouvez enlever votre sac. Elle était toujours de regarder par la fenêtre et parler. Ouais. Finalement, j'ai dit, c'est seulement 2 arrêts jusqu'à Blandonnay, laissez tomber. Elle n'a jamais vu que j'attendais là pour pouvoir m'asseoir. Ouais. Et puis après, à Blandonnay, il y a le 14 et le 18 qui arrivent sur le même rail. Un qui va à Cerne et puis l'autre qui tourne vers le forum de Mérin. Oui. Moi, je dois prendre le 14. Et quand on monte, on demande est-ce que c'est le 14 Mais les gens qui vont descendre un arrêt plus tard, ils s'en fichent de quel numéro c'est parce que ça ne touche pas. Oui. Les 2 vont un arrêt plus loin. Oui. Et il y a quelqu'un qui dit oui, c'est le 14. Mais c'était le 18. Lui, il est descendu, il est parti. Mais moi, j'ai dû continuer et puis après reprendre. C'était pas le bon aiguillage. C'était pas le bon aiguillage. Ouais. Alors, des choses comme ça, les gens pensent pas quand ils répondent. Ils pensent qu'ils nous aident. Mais des fois, c'est autrement quand on est juste devant dans le passage piéton, on attend quelqu'un. Soudain, il y a quelqu'un qui va me prendre par le bras. Venez, je vous accompagne. Et il traverse. Mais je n'ai pas voulu traverser. Ça, c'est arrivé aussi. Ouais. Les gens sont bienveillants, mais agressifs des fois dans la manière. Ici, on fait déjà beaucoup de choses à Genève. Je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres grandes villes suisses. Tu sais, à l'arrêt de bus, il y a les petites pastilles sur le trottoir. Une pastille orange, je ne sais pas si vous avez regardé ça. Là où le conducteur doit s'arrêter, à la hauteur du... Oui, c'est l'avant de la... Oui, avec deux diodes. Voilà, c'est là que le conducteur doit ouvrir la porte. Oui. Et après, il nous dit « Bonjour, c'est le numéro 10, vous allez où ?» Des choses comme ça. Il doit nous adresser la parole et puis dire on est là. Et ça, c'est très utile pour nous. Okay. Avec Covid, ils avaient fermé un peu le conducteur pour la sécurité et tout. Ah oui. Mais maintenant, ils ont commencé à rouvrir un peu ces portes en avant. Ouais. Ou quand il fait froid, ils laissent aussi fermer. Oui, mais quand ils voient la personne avec la canne blanche,
ils doivent arrêter d'ouvrir. Oui, Des fois, quand ils voient la personne carte blanche avec un accompagnant, ils disent non, l'accompagnant va l'emmener à d'autres portes. Oui. Alors, ils ne font pas le geste. Mais si on est seul, ils le voient. Oui. Et puis, une autre chose qu'on nous a appris, l'ergothérapeute, des fois, les gens, les autres piétons, ils sont tellement concentrés pour regarder tout droit, ils ne regardent pas en bas, ils ne voient pas la carte blanche ni le chien. Alors, des fois, on dit, si vous entendez quelqu'un venir, vous mettez la carte devant votre visage comme ça. Comme ça, ils verront qu'il y a un problème. Ouais. Ouais, j'imagine que plus on est dans la foule, plus c'est difficile aussi. Oui. Hein. Et puis, j'étais étonné parce que moi, je reçois tous les ans des étudiants dans différents cours de masters ou de bachelors, je ne sais pas, des physiothérapeutes ou des autres professions qui viennent pour voir comment on vit comme handicapé dans le quotidien chez nous. Dans l'habitat. Oui, elles viennent passer une demi-journée avec moi, discussion de toutes les choses. Et j'avais dernièrement 3 physiothérapeutes. Il y avait un qui venait en retard, alors j'ai parlé avec les 2 autres, et puis on parlait avec la carte blanche et des choses comme ça. Et l'autre, il vient, et puis il entend un peu cette discussion, et puis il a dit qu'est-ce que c'est vous parlez de quoi? Qu'est-ce que c'est la carte blanche? Alors j'ai dit, mais toi, tu entres dans le secteur médical et tu ne sais pas ce que c'est la carte blanche. Comment est-ce que tu penses que le public saura? C'est la première chose que tu dois apprendre si tu veux pas entendre parler des malvoyants et ça. C'est bien grondé un peu. Pour dire que c'était étonnant qu'un physiothérapeute, en faisant le master ou je ne sais pas, ne savait pas ce que c'était la carte blanche. Ouais. Mais là, encore une fois, alors je profite de dire que Prunelle, c'est vraiment le but, c'est que ça s'adresse à chacun, que ça puisse communiquer des choses simples, mais aussi des réflexions, et de décrire, de signaler les besoins, les nouveaux besoins, chez nous, dans la collectivité, chez les autorités, etc. Et pour améliorer ce qu'aujourd'hui la ville de Genève aime bien, ou le canton aime bien dire, le vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc, ils doivent soutenir le vivre ensemble. Et nous, on propose ces témoignages dans ce but. Maintenant que je connais le programme, pas le mot Prunelle, parce que ça ne me dit rien. Mais le programme, je sais que vous regardez l'accessibilité dans la vie quotidienne pour les personnes handicapées de la vue, où on peut améliorer l'état des choses en ville ou n'importe où, et en recueillant toutes les expériences et puis peut-être faire une sorte de synthèse après pour regarder comment on peut améliorer. Exact, oui. Voilà, c'est un peu ça qui me... Oui. Le mot Prunelle, ça ne me dit rien. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est une association d'idées, parce qu'on a aussi la prunelle des yeux. Ah oui. Mais par contre, ce que tu dis, c'est important, parce que justement, on laisse ouvert de façon de rebondir avec le jeu dans la langue, hein, le jeu du mot prunelle. Oui. Mais en effet, on va tirer des extraits des interviews, et puis trouver des thèmes, et après créer des moments de formation, des moments de sensibilisation, pour aider aussi les autres structures qui sont professionnelles. Nous, on n'est pas les professionnels de la chose, mais on peut quand même récolter des témoignages et puis les donner après à des écoles, des centres de formation, faire des rencontres avec des entreprises aussi, qui peuvent peut-être mieux comprendre comment inclure une personne ou la garder dans le travail. Et ça, c'est le but du projet, du programme. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, je reconnais qu'on est tous dans notre problème, notre handicap. Moi, je pense à toutes les choses qui sont améliorées pour nous, mais je pense jamais aux personnes qui ont les problèmes de lui. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville pour les aider, les langues des signes et puis aussi des autres choses. Oui. Parce qu'on est tellement dans d'autres problèmes.
Autrement, il y a les personnes avec les fauteuils roulants, des mobilités réduites, tous ces autres handicaps aussi. Ouais, bien Mais sûr. pour les autorités, c'est seulement la mobilité réduite et fauteuil roulant qui représentent un handicap depuis longtemps, historiquement. Alors nous, c'est nouveau pour eux. Je ne peux pas avoir un macaron pour aider pour les voitures parce que je ne suis pas dans une fauteuil roulante et je ne conduis pas. Ah oui, tu n'as pas le droit à une place de parc spéciale non. Mais pour nous, handicap. Comme on est dans un groupe, et puis moi j'ai une voiture à cette place que je offre à tous les groupes de malvoyants, ça s'appelle le Govri Mobile, et on l'utilise partout. Ouais. On a demandé pour qu'on ait un macaron, pour qu'on pouvait déposer les personnes sur le trottoir et puis emmener dans le bâtiment. Et puis mais ils ont dit non, c'est pas pour vous, c'est pour les mobilités réduites, fauteuil roulant seulement. Okay. Des choses comme ça. Il y a des silos, des compartiments. Voilà. Parce que ça, dans le sens, toujours, handicapé, c'était ça. Oui. Et même le symbole, c'est toujours fauteuil roulant, des choses comme ça. C'est seulement maintenant qu'on commence à penser à la canne blanche ou des trucs comme ça, dans les symboles quelque part. Donc là, on envoie un signal à nos autorités, qui sont les décideurs, et puis devraient aussi se pencher sur la question de laisser ouvert les besoins d'une place de parc, aussi pour les personnes. On n'a pas besoin des places de handicapés qui sont plus larges. Oui. Mais quand tu dis la Govri Mobile, toi, évidemment que c'est pas toi qui conduis. Non. non, c'est n'importe quelle personne voyante qui le prend et puis prend plusieurs malvoyants à des rencontres, des visites. Mais c'est toi qui as mis la voiture à disposition? Oui. Okay. On a des petites autocollants de l'ABA qui indiquent qu'il y a des malvoyants dedans. Oui, ok. Alors, comme ça, on utilise ça tout le temps. Ouais. Donc, toi-même, tu fournis des moyens, tu as construit une maison de réunion. C'est un peu ça. Maintenant que tu le dis, la Maison du Bonheur, c'est fournir des locaux. Et puis la voiture. Et moyens de locomotion. Voilà. Et puis mon ami Carole, qui avait commencé l'AID, dont on avait parlé, l'association AID. Oui. C'était une de tes questions là. En même temps que moi, avec la Maison du Bonheur, elle est malvoyante et elle est danseuse, elle donne des cours de mobilité, équilibre, tout ça. Et elle a créé cette association AID, on va dire le troisième œil en perse, en iranien. Elle n'est pas iranienne, mais elle a utilisé ce nom. Ok. Et, donc en persan, Aïn, c'est le troisième œil. Ok. Alors elle a créé cette association pour faire la culture et les activités accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles. Oui. Alors, c'est elle qui offre les prestations, moi, j'offre les locaux. On travaille ensemble comme ça. Ah ouais. C'est ça, l'AID. Ouais. Alors, en italien, on dirait bello. Ouais. Bello. C'est une note de conclusion pour moi. Merci beaucoup, Govri. Merci beaucoup de m'accueillir. Et à bientôt pour un prochain épisode. Oui. Donc, comme on dit, suivez-nous sur LinkedIn, suivez-nous sur YouTube. Voilà. On a une équipe pour gérer tout ça et on essaye de développer l'audience aussi, c'est notre but. Fantastique. Merci beaucoup. À bientôt.